Anne-Sophie de Clipel, qui est professeure à Saint-Louis. Quand on parcourt son CV, on voit qu'elle a reçu une excellente formation en droit. À Saint-Louis, oui, c'est ça. Elle s'est spécialisée en droit du patrimoine, auquel elle a consacré sa thèse. C'est une problématique, quand on voit ses publications, qui a beaucoup d'intérêt parce qu'elle touche à la fois à la question des communs, qui est redevenue absolument décisive, et aussi à la question du droit international, par exemple par le biais de la restitution des œuvres coloniales, disons comme ça. Voilà. Anne-Sophie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis face à un triple défi cet après-midi. Le premier défi, c'est qu'on m'a demandé d'intervenir sur les questions du droit naturel, alors que je ne suis pas spécialement spécialiste en droit naturel et que je suis face à l'enseignant du cours de droit naturel. Permettez-moi de prendre quelques libertés par rapport à la notion. Je l'ai prise, entre guillemets, de manière probablement superficielle pour pouvoir bien l'habiller, puisque mon deuxième défi, c'est que ma chère présentatrice principale m'a annoncé le titre de son intervention sur l'école de Salamanque, et j'ai une petite sueur froide parce que je ne connaissais pas l'école de Salamanque, donc j'ai aussi décidé de l'habiller, d'avoir une discussion plus ouverte, même si je crois qu'il y a quand même pas mal d'éléments d'interaction. Et puis le dernier défi, c'est que je suis évidemment la dernière, donc j'espère vous accrocher jusqu'au bout. J'aimerais vous emmener explorer en fait deux pistes, deux voies, deux ouvertures qui sont à chaque fois des réflexions qui sont encore en cours de mon côté. Elles font écho à des champs de recherche sur lesquels je me penche pour l'instant. Et qui pourrait, à mon avis, contenir, alors c'est un petit peu ça la question, des traces, alors peut-être pas nécessairement du droit naturel au sens où des philosophes s'en sont réellement emparés, mais du droit naturel au sens du droit idéal, le droit tel qu'il devrait être, le pôle de la légitimité, dans les fameux 3 pôles des cercles de validité du droit. Et c'est dans ce pôle-là que j'aimerais un petit peu me promener et aller voir si on trouve des traces actuellement, alors peut-être pas dans le droit international comme tel, mais plutôt le droit, je l'ai qualifié de transnational, parce que vous verrez que ces deux exemples se retrouvent dans beaucoup de pays dans le monde, et donc il y a vraiment des mouvements transnationaux qu'on peut voir. Et donc ce sont deux volets qui correspondent aussi un petit peu à mes recherches actuelles. D'une part, les questions autour des restitutions des biens culturels, questions plutôt culturelles, et d'autre part, la question, François y a fait un petit peu allusion ce matin, la personnification de la nature, des droits à la nature. Évidemment, le jeu de mots est assez facile, c'est peut-être pour ça qu'on a pensé à moi d'ailleurs. Droit naturel, droit de la nature, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, premier volet, c'est cette question que moi j'ai toujours trouvée intéressante et interpellante et sur laquelle je n'ai absolument pas terminé de réfléchir, de l'interaction entre un devoir moral, un devoir éthique qui serait traduit en un devoir légal. Donc c'est un petit peu l'inverse en fait de ce que tu disais, où si j'ai bien compris, ton propos c'est de dire le droit regresse par rapport à des principes moraux, il y a en tout cas une opposition entre d'une part des considérations morales voire théologiques et le droit qui est complètement dépassé. Ici ce serait plutôt des exercices, des exemples de traduction, de reprise du droit par un droit idéal tel qu'il devrait être dans 3 champs. Alors je vous les ai énumérés, ça paraît peut-être pas l'énumération la plus logique, mais c'est l'ordre dans lequel le droit s'y est intéressé. Donc il y avait un certain intérêt de commencer par l'expoliation de la Deuxième Guerre mondiale au niveau, dans les régimes nazis. Le droit s'y est intéressé en premier. Ensuite, il s'est intéressé à la question du trafic illicite des œuvres d'art et des biens culturels. Et enfin, et c'est la question effectivement sur laquelle je travaille pas mal, celle des acquisitions coloniales qui me permet de faire un lien aussi avec ce que tu as présenté. Premièrement, si on trouve des traces, donc j'irai brièvement, l'idée c'est de vous montrer des traces et d'aller voir ensemble en fait que c'est bien plus présent, je crois, que ce qu'on le dirait en tout cas dans ces champs-ci. Si on regarde les spoliations de la Deuxième Guerre mondiale, elles sont opérées il y a déjà bien longtemps, donc on est en principe face à toutes des questions prescrites, c'est trop tard, la propriété, l'objet d'art a été vendu, a été pris, il y a bien longtemps, il y a plus de 60 ans, et donc si des familles, surtout juives, veulent récupérer, en réalité, elles se heurtent au principe de la prescription. Et là, on voit que le droit est tout de même mal à l'aise et trouve qu'il faut trouver des solutions justement dans la zone grise entre droit et éthique, et vous avez un premier exemple ici. Ce sont des principes adoptés en 98, les principes de Washington, qui ont été mis à jour en 2010 à Terezin. Et je vous ai mis en jaune, je ne sais pas très bien si c'est lisible,
où on renvoie explicitement au principe moral que l'art et la propriété culturelle confisquée par les nazis pendant l'Holocauste devraient être retournés aux héritiers de ces personnes et qu'il faudrait trouver des solutions, et c'est là où j'aime bien ces termes, justes et équitables, just and fair. Et on y revient de manière assez récurrente dans ce champ-là. En 2024, on a encore mis au goût du jour des best practices, en rassemblant surtout des musées qui font toutes ces recherches qu'on appelle des recherches de provenance de leur collection, et on dit qu'il faudrait adopter des principes juridiquement non contraignants, mais moralement importants, et qu'il faut que ces principes soient en fait traduits, soient compris par chaque État dans son propre droit. Vous voyez qu'il y a quand même une directive. Alors ici, deuxième exemple, c'est aussi récent, c'est en France, c'est une loi de 2022 qui justement est assez intéressante puisqu'elle prévoit la restitution de certaines œuvres d'art à des familles, des héritiers, je crois, juifs tous. Et la deuxième restitution est clairement basée sur l'éthique puisque juridiquement, il n'y a pas grand-chose à y redire. Il y a une vente en 1942 où l'État a acheté 12 œuvres en ayant connaissance du caractère particulier de la vente. Mais en réalité, la vente elle-même, et là c'est le deuxième passage que j'ai mis ici en jaune, n'était pas spoliatrice puisque les héritiers avaient bien... Elle n'était pas spoliatrice puisque la vente avait été faite dans des conditions tout à fait juridiquement correctes, mais les héritiers avaient subi des persécutions antisémites. Et de ce fait-là, sur le fondement, et c'est ici à la fin que c'est intéressant, de l'équité, et non pas d'un problème en droit, mais d'un problème en équité, la France a décidé de remettre les œuvres aux ayants droit. Donc ça, c'est deux courts exemples spoliation nazie. On voit des réflexions similaires en matière de trafic illicite. Donc c'est beaucoup plus large. C'est l'idée de dire qu'un objet, s'il est trouvé, par exemple des fouilles archéologiques dans un certain pays, et puis après il est exporté sans aucune demande, sans aucune autorisation, eh bien il y a un risque d'un trafic illicite où on va le revendre après au plus offrant, souvent dans des foires d'art européennes. Et voilà, c'est un fléau assez connu. Et donc là, il y a une convention en 1970 qui s'y intéresse et qui, dans son préambule, fait bien interagir à nouveau, je trouve de manière intéressante, les questions éthiques et les questions juridiques, puisqu'il nous dit que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine, que chaque État a conscience des obligations morales du respect de son patrimoine, et que ce sont par ailleurs, disent-ils, que les institutions culturelles, donc les musées, ils doivent donc veiller à leur collection parce que c'est basé sur des principes moraux universellement reconnus, et l'UNESCO a aussi le devoir de le suivre. Et puis après intervient toute une série de règles sur l'interdiction du vol des œuvres d'art et du trafic illicite. Et alors on a une affaire très récente, aussi intéressante, qui est passée devant la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mai 2024. La statue que vous voyez là est une statue dans le musée du Getty à Los Angeles, la statue du Victorious Youth, qui a été trouvée dans les eaux, alors italiennes ou internationales, il y a de la discussion, dans les années 60. L'Italie estime que c'est son patrimoine et que ça a été exporté illicitement en Allemagne dans les années 70, acheté par le Getty et puis exposé depuis donc plus de 50 ans au Getty. Et l'Italie demande en permanence le retour de cette statue. 50 ans, vous me direz, en fait, c'est beaucoup trop long, tant pis, le Getty est propriétaire. Et le Getty veut faire respecter son droit de propriété devant la Cour européenne des droits de l'homme, et en réalité, c'est totalement l'inverse qui arrive, puisque, pas totalement, la Cour est nuancée, la Cour va quand même reconnaître qu'il y a un solide consensus. Donc pour moi, c'est un exemple de traduction, en réalité, de devoirs moraux qu'on voit un petit peu apparaître dans quelque chose de plus juridiquement confirmé. Il va parler d'un solide consensus qui existe. Alors, il renvoie au droit international et au droit européen, mais qui n'est en fait pas complet. Donc un consensus sur la restitution des biens à leur pays d'origine. Donc on voit là quand même tout cet effort de traduction. Et alors pour moi, un des aspects les plus importants, intéressants de cet arrêt, c'est qu'on dit qu'on ne pourrait reprocher à l'Italie, qui donc demande depuis les années 70 la restitution de cette statue, le fait qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas toutes les conventions internationales qu'il y a aujourd'hui. Donc la convention de l'UNESCO n'était pas encore ratifiée en fait, et puis il y a d'autres conventions, ça je vous en fais grâce, qui sont arrivées plus tard, alors que si l'Italie avait fait la demande aujourd'hui, elle aurait probablement pu avoir la restitution.
normalement, on aurait dû dire, il n'y avait pas le droit à l'époque n'était pas prévu, et donc le Getty ne pouvait pas savoir, principe d'intertemporalité du droit, pas possible de rendre les statuts. Eh bien, la Cour ne semble pas convaincue par cet argument, comme si elle faisait un petit peu elle perçait une brèche dans le principe d'intertemporalité, et puis elle dit que l'Italie, en réalité, on ne peut pas lui reprocher ce vide juridique. Alors pour moi, le parallèle est vite fait avec le contexte colonial, où à l'époque non plus, on ne pouvait, c'était soi-disant légal, alors là aussi j'ai des doutes, mais bon, c'était soi-disant légal de faire des acquisitions, eh bien on pourrait peut-être ne pas reprocher ce vide juridique s'il y avait des demandes actuelles. Et le dernier exemple est justement celui des prises coloniales. Et là, la Belgique a été, fait partie des pays assez précurseurs, a en tout cas adopté une loi générale qui est tout de même intéressante. Et dans cette loi, pour réfléchir à restituer des collections d'œuvres d'art d'origine coloniale, et donc c'est une loi qui veille à mettre en place des accords bilatéraux entre la Belgique et le Congo, la Belgique et le Rwanda, la Belgique et le Burundi, pour réfléchir à restituer des collections dans nos musées fédéraux. Eh bien, le critère, et c'est ça qui est quand même pour moi aussi intéressant ici à partager avec vous, c'est le caractère illégitime de l'acquisition du bien restituable. On dit bien illégitime et pas illégal. Donc en réalité, on ouvre le spectre. Et dans une intervention au Parlement, le secrétaire d'État qui est derrière le projet de loi Thomas Dermine s'en explique en disant, et je l'ai mis ici en jaune, il est immoral pour la Belgique de détenir pareil bien. Donc on voit bien cet exercice-là. Cette question du caractère illégitime de l'acquisition, qui pour moi croise illégal et éthique, et qui signifie d'aller donc regarder plus loin, va faire l'objet d'une recherche que j'aimerais mener bientôt avec une collègue en histoire, Bérangère Piret. Voilà pour une première série de réflexions autour de traces entre devoir moral et devoir légal. Une deuxième série de réflexions, elle vous emmène plutôt du côté de la nature, justement. Donc, reprenons ce mot droit naturel, nature, au sérieux. Et c'est de se demander, mais que se passe-t-il ici avec tous ces mouvements? Vous en avez probablement entendu parler, qu'il y a des mouvements divers dans le monde entier, en réalité, de personnalisation. Alors, ce n'est pas toujours nécessairement une personnalisation de la nature, mais c'est reconnaître des droits à la nature. Le type de droit peut varier, il y a des discussions évidemment là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce sont des mouvements diversifiés, des contextes différents, des résultats différents. Il n'y a pas un mouvement unitaire, mais il y a tout de même vraiment une montée en puissance de ces mouvements. Alors, ce n'est pas qu'ils arrivent de nulle part, forcément. Ils viennent d'une part d'un contexte, on est face quand même à une grande crise de la biodiversité, on est quand même dans des pertes assez affolantes. Vous avez peut-être suivi la COP qui a eu sur la Convention de la biodiversité en Colombie il y a 2 mois. Et donc, on voit bien que là, on est dans des extinctions de masse. Et donc, face à cela, il y a aussi cette montée en puissance de solutions à aller chercher du côté de donner des droits à la nature pour se protéger elle-même, pour agir. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est peut-être là aussi que je voudrais vous emmener pour la réflexion aujourd'hui. Il y a tout de même aussi des fondements éthiques derrière certains de ces mouvements de droit à la nature, qui sont variables d'ailleurs. C'est Jochen Sohnle qui en parle. Je participe à la codirection d'un ouvrage sur un dictionnaire sur le droit à la nature avec ma collègue Delphine Mizone et le professeur Sacha Bourgeois-Gironde. Et on pourrait reconnaître plusieurs courants, des courants anthropocentriques. Alors, voilà, ça dit ce que ça dit, où c'est quand même la survie humaine qui est au cœur des motifs qui vont justifier de prendre certaines mesures. Des courants plutôt justement écocentriques, où là on va mettre la nature ou l'environnement au milieu et l'humain comme étant un élément de cet environnement, finalement, une entité vivante avec les autres, ou carrément des courants holistes, comme la thèse de Gaïa, mise en avant par James Lovelock, où l'idée c'est que le tout, mis au pluriel et au singulier, c'est plus que la somme de toutes les parties. Vous avez un exemple ici de courant plutôt écocentrique, c'est pas toujours facile de faire entrer toutes les cases, dans la constitution équatorienne, qui est une des premières à avoir avancé dans ce domaine. François en a d'ailleurs parlé ce matin. C'est le fait de reconnaître la Pachamama, la terre-mère, comme étant, comme tenant des droits. Tiene de derecho, moi je ne parle pas vraiment espagnol, mais comme le fait de, pas comme toi en tout cas, comme le fait de tenir des droits.
et d'avoir un droit à la vie et à l'existence. Et donc, en ce sens-là, c'est intéressant d'avoir cette première trace. Il y a d'autres traces aussi. Ici, c'est, excusez-moi, un peu en petit, mais j'arrivais pas très bien à sélectionner mieux. C'est en Nouvelle-Zélande, donc ça, peut-être que vous en avez entendu parler aussi. En 2017, c'est le fleuve Wanganui qui a été reconnu comme personne juridique. Alors, ce n'est pas que le fleuve en tant que tel, ce n'est pas que l'eau qui a été reconnue, mais c'est en réalité tout un ensemble, le Te Awa Tupua, qui a été reconnu comme étant une personne juridique. Alors, il y a un contexte derrière aussi de passé colonial, justement, des demandes post-coloniales par la communauté maori, mais ce que je trouvais intéressant de souligner aussi, c'est que vous voyez ici qu'on reconnaît des valeurs intrinsèques à ce Tupua Te Kawa, donc entre autres le fleuve Wanganui et toutes les entités autour, la rivière. Et puis on vous dit, ici c'est la deuxième partie soulignée en jaune, qu'on reconnaît que ce Te Awa Tupua est un ensemble indivisible et vivant avec des composantes physiques et métaphysiques. Et le « et métaphysique » montre bien qu'on va reconnaître par le droit qu'il y a aussi des valeurs spirituelles et intangibles qui peuvent être reconnues à côté des valeurs purement physiques et naturelles. Donc nature, pas au sens justement, parce que tu en parlais à l'introduction, pas seulement quelque chose d'institué et de statique, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus dynamique et pris en charge en tout cas par des perspectives culturelles différentes qui sont la culture maori et qui sont alors reconnues par cette loi et par la personnification juridique. Et donc on voit qu'ici le droit va d'une certaine manière reconnaître en réalité des croyances qui lui précèdent, des croyances qui viennent d'autres cultures, certaines visions culturelles différentes et qui vont voir des entités naturelles comme des systèmes intentionnels complets. Et ça va donc être reconnu ici en Nouvelle-Zélande. En France, alors France pas métropolitaine, mais d'outre-mer, là aussi il y a une reconnaissance récente, même si elle a été annulée, donc ça vaut à moitié, mais je voulais quand même la partager avec vous. C'est les îles de Loyauté dans le Pacifique, où là aussi, on a voulu reconnaître, donc de nouveau, cette idée du pluralisme culturel, voire d'un pluralisme normatif. Ce n'est pas toujours évident de déterminer, on en a déjà parlé avant, s'il s'agit réellement d'un pluralisme normatif ou juridique, mais on renvoie au principe unitaire de vie, qui fait partie des valeurs coutumières de la culture kanak, et en référence à cela, et à d'autres principes de respect du droit de l'environnement, on va reconnaître la qualité d'entité naturelle sujet de droit. Donc là, comme si c'était une troisième option entre personne et objet, eh bien, il y aurait un sujet de droit, mais qui n'est pas spécialement encore une personne, mais qui serait un sujet de droit et étant une entité naturelle. Finalement, ça a été annulé. Alors, pas tout à fait là-dessus. Ça a été annulé parce que ce n'était pas une compétence de la province d'Île des Loyautés. Et donc, ça aurait dû être la Nouvelle-Calédonie qui l'adoptait et pas l'Île de Loyauté. Et enfin, et j'en terminerai, pas si loin de chez nous, en Espagne, il y a eu la reconnaissance en 2022 par une loi de la Mar Menor. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'était vraiment la mesure du dernier recours. La Mar Menor était toujours dans un état de conservation catastrophique. On avait déjà tout essayé, des sites protégés par les sites Natura 2000, par toute une série de mesures administratives. Et finalement, c'est grâce à l'intervention d'une professeure de droit et de ses étudiants qui a fait une pétition signée par 600 000 habitants espagnols que la loi a été adoptée et qui reconnaît à son article 2.2, et là je trouvais à nouveau que c'était intéressant la réflexion sur le retour au droit naturel, que la Mar Menor est gouvernée par un ordre naturel ou une loi écologique qui lui permet d'exister comme un écosystème d'une lagune. Et cette loi a été attaquée par le parti Vox, d'extrême droite espagnole, notamment sur plusieurs choses, en disant qu'il n'avait pas la compétence de reconnaître la personnalité juridique, mais aussi sur la base de la dignité humaine. Et là, le tribunal constitutionnel espagnol a répondu il y a un mois, le 19 novembre 2024. Alors, c'est de nouveau en espagnol, mais bon, je vais essayer de m'en sortir, en reconnaissant que, en réalité, si le législateur avait tout à fait la possibilité de reconnaître un nouveau type de personne juridique, et là, de nouveau, je trouve qu'il y a un petit glissement, une réalité naturelle,
qui peut être reconnu par le législateur et qui peut donc venir compléter le droit de l'environnement par un paradigme écocentrique. Et donc elle va quand même valider tout le raisonnement du paradigme écocentrique. Elle va aussi se prononcer sur la question de la dignité humaine en disant que, contrairement à ce que prétendait le parti, qui disait on ne peut que protéger la dignité humaine et pas la nature, eh bien en réalité on devrait le voir par ce paradigme égocentrique, que la dignité humaine est renforcée par de tels outils, puisque la survie humaine dépend de la symbiose avec l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, au contraire, en fait, en termes de dignité humaine. Et donc, en conclusion, est-ce qu'on pourrait voir qu'il y a réellement, alors ça c'était un peu pour provoquer, mais un droit naturel de restitution, que c'était un droit préexistant, en fait, qu'il fallait reconnaître d'une certaine manière, des biens culturels. Alors, peut-être, il y a des traces, pas vraiment, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de conventions, de principes et de lois qui renvoient toujours au rôle clé des États. Même la loi belge de 2022, ce sera quand même si on s'ouvre à l'éthique, toujours une décision de l'État de rendre les œuvres d'art, les biens culturels ou non. Mais on voit quand même une interaction forte, je pense, si on se situe de manière plus large dans ce pôle des valeurs, de pôle de la légitimité, entre le devoir moral et l'obligation légale. L'idéal vers lequel on tend, le droit tel qu'il devrait être, c'est cette question de justice patrimoniale, de heritage justice, autour de laquelle j'essaie de travailler aussi. Et évidemment, il y a toujours ce risque de dérive dont on discute beaucoup. C'est aussi la question de à qui rendre ces objets, les rendre aux familles, aux communautés, à l'État. Enfin, voilà, il y a des réflexions à faire de ce niveau-là. Même chose du côté des droits de la nature. Est-ce qu'il y aurait un véritable droit naturel? Alors non, il n'y a pas de toute manière d'unicité de droit de la nature, donc il y a bien une diversité des mouvements et aussi une diversité des légitimations. Il y a des légitimations plutôt scientifiques, comme avec la Marmée Nord, plutôt religieuses, plutôt indigénistes, animistes. Ça dépend, même post-colonialistes, comme le cas de Nouvelle-Zélande. Mais selon certaines approches ou selon certaines cosmogonies, on peut voir qu'il y a quand même cette interaction. Il y a des questions pour moi très intéressantes de pluralisme. On nous invite vraiment à nous décentrer, à aller voir comment d'autres cultures le perçoivent, à embrasser un paradigme écocentrique. Alors, il y a certains courants qui vont plus loin vers le courant holistique, c'est le courant du Earth Jurisprudence. Et on peut finir par se demander, c'est ce que se demande mon collègue Sacha Bourgeois-Gironde, s'il n'y aurait pas dans ces courants plutôt holistiques ou écocentriques une naturalisation du droit naturel, d'une certaine manière, puisque alors ce serait la nature elle-même qui dicterait quel serait le droit tel qu'il devrait être dans l'ordre naturel des choses. Voilà. Et là aussi, il peut y avoir des risques de dérive qui sont souvent critiqués. C'est un débat d'ailleurs très houleux en France, je ne sais pas si les collègues français le suivent, mais voilà, des dérives anthropomorphisme, des dérives idéologiques ou antidémocratiques parfois qui sont décriées. Voilà. Merci.